de suivre ces recommandations, c'est que pas de questions individuelles sur des cas particuliers, parce qu'on ne peut pas les traiter comme ça ce soir, et ce n'est pas la place ni le lieu, mais par contre, n'importe quelle autre question est bienvenue, et je tâcherai d'y répondre si j'ai la réponse, bien sûr. Et donc, toute réponse, toute question est intéressante, et n'hésitez pas à en poser. Je n'aurai peut-être pas toutes les réponses, mais je ferai de mon mieux pour vous donner l'état des connaissances. En sachant que j'ai fait une synthèse des questions que les participants m'ont envoyées, donc si vous pensez que vous avez une question plus particulière à poser, en évitant évidemment, comme le disait Alexandre, les cas par cas, n'hésitez pas à les poser par le chat ou éventuellement en levant la main si vous avez un commentaire particulier à apporter. Bon, je pense qu'on va commencer. Comme tu veux, il est 17h59, donc on peut attendre On attend encore 18h pile, comme ça on est ponctuel. Et je pense que j'ai pour un petit quart d'heure de présentation un peu générale. Et puis ensuite, on discutera et la discussion sera ouverte. Et c'est des moments d'échange importants. Et donc, je remercie vivement Raphaël Dargon pour son énergie. Au sein de la filière, vous savez que France Vascularite est une des associations membres et qui constitue même notre filière de santé. Hein. Vous savez que la filière, c'est des soignants, mais c'est aussi des laboratoires de recherche, des laboratoires d'analyse, de la génétique, et aussi les associations de patients qui sont la colonne vertébrale de nos filières de santé thématiques. Et notre thématique, c'est les maladies auto-immunes, auto-inflammatoires rares. Les vascularites répondent à cette définition. Et je dirais que France Vascularite est très dynamique dans notre écosystème. Donc, je remercie vivement Raphaël et toute l'équipe pour vos actions, vos mobilisations. Et donc, nous avons, nous, soignants aussi, en retour, le plaisir d'échanger avec vous, de pouvoir vous présenter des données. Et ce soir, eh bien, l'actualité nous poussait à faire peut-être une mise au point sur ces formes particulières de Kawasaki. Et donc, je remercie Raphaël pour l'invitation. Avec plaisir, et merci à toi Alexandre d'être parmi nous aussi, de répondre à notre sollicitation. Très, très content de faire partie de la filière parce que c'est très dynamique, c'est une équipe très dynamique et on fait beaucoup de choses ensemble et ça fait avancer le Spielblick, comme je dis. J'en profite pour te présenter Philippe Lamarche, que tu ne connais pas encore de nom et de mail, parce que j'ai vu qu'il était aussi très actif. Merci, qui est vice-président de l'association. Salut Phil. Est-ce que l'on commence maintenant? Ouais. Si ça convient aux uns aux autres, oui. Eh bien, allez, c'est parti. Donc, ici, sur cette donc, première page, vous voyez qu'il y a des termes un peu ésotériques. Alors, on va parler un peu de maladie de Kawasaki, qui est une vascularite. On va parler de myocardite en introduction. Et puis, un nouveau terme qui nous vient des anglo-saxons, qui est le PIMS, qui est ce syndrome dont on parle beaucoup. Et je dirais que l'essentiel de ce que je vais vous présenter, en tout cas dans les données actuelles, vient d'un effort collectif et dont je suis ce soir l'ambassadeur, mais c'est sans doute pas mon travail, bien sûr, c'est un travail collectif de l'ensemble de ces sociétés savantes qui se sont associées pour investiguer la situation actuelle sur laquelle nous ne manquerons pas de revenir au cours de cette présentation. Donc, je voulais vous partager avec vous quelques éléments de définition en introduction. Et vous voyez que la myocardite, dont on parle beaucoup en ce moment, eh bien, c'est quoi une myocardite? C'est une inflammation qui se situe au niveau du cœur et au niveau du muscle du cœur. Le muscle du cœur, c'est un muscle qui se contracte. C'est ce qui permet l'éjection de la fraction sanguine qui permet au sang d'aller dans tous les tissus. Et donc, ce muscle peut être irrité, inflammé, et on parle de myocardite. Et ça se traduit par une tension qui baisse, on peut faire un malaise, on peut être effectivement moins bien avec une tension basse. Et ça correspond à ce qu'on appelle une myocardite, dont il existe plein de causes habituellement. La maladie de Kawasaki, dont on va pas mal parler en introduction, eh bien, ce n'est pas une maladie nouvelle ou ce n'est pas non plus une maladie mystérieuse. Alors, si tant est que les maladies inflammatoires puissent être effectivement mystérieuses, parce qu'on ne connaît en général pas leur cause, mais la maladie de Kawasaki, elle est bien connue, et ça depuis plusieurs années, depuis 1967, la fin des années 60. Et on l'appelle également syndrome adéno-cutanéo-muqueux, c'était son ancien nom. Et cette maladie-là, elle peut aussi irriter le cœur parfois, mais cette fois-ci, ce sont les coronaires qui sont irrités.
Les coronaires, ce sont les vaisseaux qui irriguent le cœur et qui lui apportent le sang pour que justement son muscle se contracte et que le cœur fonctionne très bien. On entend parler parfois d'infarctus du myocarde, c'est quand il y a un de ces vaisseaux qui se bouche et qui va conduire à ce que le cœur soit altéré et que les lésions d'infarctus du myocarde puissent ensuite donner des troubles du rythme ou des complications. C'est surtout chez le sujet âgé, mais chez l'enfant, on peut avoir parfois des irritations au sein de ces coronaires, au sein de ces vaisseaux, et plus volontiers, effectivement, dans une maladie qu'on appelle la maladie de Kawasaki. Et puis, plus récemment, depuis une quinzaine de jours, là, il y a beaucoup d'informations autour de cette nouvelle entité que l'on appelle, alors les anglo-saxons ont appelé ça le Pediatric Inflammatory Multisystemic Syndrome. C'est un acronyme PIMS qui correspond à effectivement un tableau hyper-inflammatoire qui emprunte un petit peu à la maladie de Kawasaki, qui emprunte à la myocardite et qui est une sorte de mélange de ces deux phénomènes et qui est apparu en décalé de la pandémie qui a traversé le pays. Et donc, je reviendrai sur ces éléments au cours de la présentation. Alors, la première chose que je voulais indiquer, bien, c'était revenir en quelques points sur la maladie de Kawasaki. Donc, Kawasaki, c'est le pédiatre japonais qui a décrit pour la première fois cette maladie, qui donc est une irritation des moyens vaisseaux. Alors, cette image au sein de France Vascularite, je suis certain que vous l'avez déjà vue parce que les vascularites, on les catégorise en fonction de la taille des vaisseaux atteints. Et donc, pour ce qui est de la maladie de Kawasaki, c'est essentiellement les vaisseaux de moyenne dimension, en particulier les coronaires, mais pas seulement. Et pour nous, chez le jeune enfant, c'est une des vascularites les plus fréquentes. On compte à peu près 7 à 9 cas pour 100 000 sujets. Et puis, c'est habituellement entre 1 et 5 ans. C'est plus rare avant 1 an, c'est beaucoup plus rare après 5 ans également, avec une petite prédominance masculine dans la forme habituelle de Kawasaki. Et c'est une maladie dont on essaye de faire le diagnostic précocement et donner un traitement de référence, dont on rediscutera tout à l'heure, et qui peut donner des atteintes sévères lorsqu'il n'est pas traité. Mais lorsqu'il est traité, on arrive globalement à réduire de manière très significative l'atteinte cardiaque de cette manifestation qui survient chaque année dans les services de pédiatrie. Et les pédiatres connaissent bien cette maladie. Alors, les signes cliniques, eh bien, de la maladie de Kawasaki classique, on a toujours une fièvre qui est habituellement pas bien tolérée. Les enfants, ils sont vraiment, les Anglais disent misérables, mais ils sont vraiment très fatigués, grognons, ils ne sont pas en forme, avec une fièvre qui persiste. Et puis, on a d'autres signes qui peuvent être associés à cette fièvre persistante. Et là, vous reconnaissez le flyer de France Vascularite, que je trouve très bien fait. Et d'ailleurs, ces dernières semaines, je renvoyais à votre site internet pour dire, eh bien là, il y a une petite fiche d'alerte qui est très bien faite et vous pouvez la consulter. Donc, on a des gonflements des ganglions au niveau du cou. C'est vraiment des gros gonflements. Ce n'est pas des petits ganglions. On dit qu'il faut que ça passe 1,5 cm au moins. Donc, c'est vraiment une taille importante. On a des signes d'éruption cutanée qui ne sont pas très spécifiques. Les signes d'éruption cutanée. Donc, ça peut être un petit peu tout, mais ça peut ressembler à la scarlatine. On a des rougeurs au niveau des yeux, qui sont des signes aussi importants. Et classiquement, ce n'est pas comme la conjonctivite avec les yeux collés le matin. Ce n'est pas ça. Les cils ne sont pas collés. Par contre, on a une rougeur importante de l'ensemble du blanc de l'œil. On peut avoir une atteinte au niveau des muqueuses, et les lèvres qui sont sèches, la langue qui est rouge, framboisée. Et puis enfin, on peut avoir des atteintes des extrémités avec les mains, les pieds qui gonflent et puis qui peuvent ensuite ce qu'on appelle desquamer, donc des petites parties de peau qui s'en vont quelques jours après l'épisode. Donc ça, ce sont les manifestations classiques, habituelles de la maladie de Kawasaki, qui est encore une fois une maladie assez bien connue des pédiatres et qui peut se compliquer par des anévrismes, des atteintes au niveau des coronaires. Les coronaires, je vous rappelle, ce sont ces vaisseaux qui sont tout autour du cœur et qui permettent d'apporter le sang aux muscles cardiaques pour qu'ils se contractent correctement. Alors, quelles sont les causes de la maladie de Kawasaki? Donc ça, c'est un topo. J'ai emprunté la prochaine diapo à celle que je fais habituellement à l'enseignement pour les étudiants internes de pédiatrie ou des médecins qui veulent se spécialiser dans les pathologies infectieuses
pédiatrique. Et donc, je présente cette question sous la forme d'un QCM en demandant aux étudiants, à votre avis, la maladie de Kawasaki, est-ce que c'est une maladie infectieuse? Est-ce que c'est une maladie avec un fond génétique, une maladie immunologique, une maladie environnementale? Et donc, on a au sein des étudiants toutes les gammes de réponses possibles. Mais c'est une question un peu piège ou un peu provocatrice parce qu'en fait, on ne sait pas vraiment et on pense que c'est un petit peu l'ensemble de ces items qui est vrai et qui provoque et facilite la survenue de la maladie de Kawasaki. Et je vais partager avec vous les quelques éléments qui nous font penser que c'est effectivement polyfactoriel. Alors pourquoi on pense que c'est une maladie infectieuse ou qu'elle est associée à des infections? Eh bien, c'est une maladie singulière qui évolue par épidémie. Et c'est plus volontiers en hiver-printemps que l'on retrouve des cas plus fréquents. Et donc, nous sommes finalement au sortir de l'hiver dans une période où chaque année, il y a plus de maladies de Kawasaki. Donc, c'est un point important. On a une clinique qui ressemble un petit peu aux fièvres éruptives de l'enfant. Je vous disais tout à l'heure la scarlatine, mais la rougeole. Voilà, ce sont des maladies qui ressemblent un petit peu dans leur mode de présentation à la maladie de Kawasaki. Et puis, habituellement, c'est une évolution aiguë sans récidive. C'est extrêmement rare de refaire un deuxième Kawasaki quand on a déjà fait une maladie de Kawasaki, comme si on était capable de s'immuniser à cette maladie et ne pas en refaire. Et puis, le traitement est basé sur quelque chose qui sont des immunoglobulines et ce sont des anticorps finalement qu'on amène. Et comme on peut supposer qu'ils peuvent neutraliser, bloquer quelque chose d'infectieux. Donc, tous ces éléments-là ont fait évoquer qu'il puisse s'agir d'une maladie infectieuse. Et j'ajouterais à ces éléments de description qu'on a pu retrouver même certains virus qui étaient plus fréquents dans les déclencheurs associés à la maladie de Kawasaki. Et au sein de ces virus, eh bien, vous allez retrouver un virus ou une famille de virus que l'on connaît bien maintenant, qui sont les coronaviridae. Et donc, cette famille de virus, dont fait partie le SARS-CoV-2, dont on parle beaucoup en ce moment, eh bien, étaient déjà identifiés. Les coronavirus, ce sont des virus que, aussi en pédiatrie, on a l'habitude de croiser sous les formes de nez qui coule, de manifestations digestives ou respiratoires assez bénignes. Et en 2005, il y avait un virus un peu particulier qui avait été associé à plus de cas de maladie de Kawasaki. Et il avait donné d'ailleurs son nom à la souche de coronavirus de l'année à l'époque. Mais je dirais que chaque année, sans doute, c'est à peu près 7 à 8% des maladies de Kawasaki qui s'accompagnent de cette stimulation par un virus de la famille des coronavirus. Et puis, il y a plein d'autres virus qui peuvent aussi s'accompagner de ces manifestations. Alors, quand on dit, il y avait aussi des théories sur le lien à l'environnement pour la maladie de Kawasaki, et c'était essentiellement parce que les docteurs s'étaient rendus compte qu'il y a une ressemblance entre la maladie de Kawasaki, dans ses symptômes principaux, et une intoxication à quelque chose qui n'existe quasiment plus maintenant, c'est l'intoxication au mercure. Et donc, depuis qu'il n'y a plus de thermomètre au mercure et que cet agent chimique a disparu, bien, on n'en voit quasiment plus, mais c'était des formes d'enfants qui présentaient des rougeurs, des extrémités, des gonflements des extrémités, des lèvres, qui peut ressembler par certains côtés à la maladie de Kawasaki. Et à l'époque, les gens s'étaient dit, est-ce qu'on trouve des taux particuliers de mercure dans le sang, dans les urines? Il y avait eu une piste sur ce chemin, mais qui n'a pas été ensuite poursuivie ni confirmée. Mais l'analogie clinique était intéressante et elle justifiait que peut-être des éléments de l'environnement peuvent compter. Et puis, il y a la notion de prédisposition génétique également. Et la maladie de Kawasaki, en fait, elle est beaucoup plus fréquente en Asie. En Asie et au Japon, là où elle a été décrite initialement par le professeur Kawasaki, eh bien, on a une fréquence plus élevée de cette maladie. Et puis, dans certaines situations, on s'est rendu compte qu'on pouvait avoir des rares formes familiales. Alors, c'est 1 à 3%, donc c'est quand même pas beaucoup. Quand si vous avez un enfant qui a fait une maladie de Kawasaki, dans 97 à 99% des cas, il n'y a personne dans la fratrie qui refera une maladie de Kawasaki. Mais malgré tout, il y a quelques cas familiaux qui avaient pu être décrits. Donc, est-ce qu'il y a un facteur génétique favorisant? C'est une hypothèse. Et à ce titre, des analyses génétiques ont exploré la possibilité que certains gènes de l'immunité puissent être porteurs de variants, de polymorphismes qui vont favoriser une réponse immunitaire particulière. Alors la réponse immunitaire, c'est un peu toujours au centre de la physiopathologie, des vascularites en général. Et donc, vous le savez bien, parce que dès qu'on parle de vascularite, on parle d'immunité. On pense qu'il s'agit aussi, dans le cas de la maladie de Kawasaki, d'une situation avec un excès de réponse de certains globules blancs.
en particulier les lymphocytes. Et les lymphocytes, vous savez que ce sont ceux qui fabriquent les anticorps, ce sont eux aussi qui peuvent lutter spécifiquement contre certains virus. Eh bien, on a pu enregistrer chez certains patients que cette activité des globules blancs lymphocytaires était très élevée, trop élevée, et qu'elle pouvait sans doute contribuer à l'état inflammatoire des sujets avec maladie de Kawasaki. Alors, le traitement, il repose sur des immunoglobulines, ce sont des perfusions, des médicaments qui se font souvent des perfusions assez lentes, sur 8 à 10 heures. Et puis, on donne volontiers de l'aspirine en traitement complémentaire dans la maladie de Kawasaki habituelle. Donc ça, ce sont les éléments que je voulais partager avec vous sur les présentations habituelles de maladie de Kawasaki. Et qu'est-ce qui se passe actuellement et ce qui fait le buzz dans tous les journaux, c'est que on entend beaucoup parler à nouveau de Covid-19 et vascularite, et c'était l'objet de faire cette réunion ce soir pour évoquer ces éléments avec vous. Donc, je dirais que tout commence dans cette histoire plus récente, fin avril, lorsque plusieurs équipes, en Angleterre, en Italie, en France, et le groupe de Necker en particulier, qui a déclenché une alerte sanitaire pour dire il nous semble qu'il y a plus de cas qu'à l'accoutumée de maladies de Kawasaki, qui ont en plus quelques atypies dans leur mode de présentation, avec fréquemment une irritation myocardique. Alors que la maladie de Kawasaki, c'est plutôt une irritation des vaisseaux, éventuellement des coronaires, mais pas très fréquemment du muscle lui-même. Donc ça a été un élément qui a fait qu'on parlait de pseudo-Kawasaki, Kawasaki-like, Kawasaki atypique. Tous ces mots-là, ça montre que les docteurs, on n'arrive pas à bien caractériser cette forme de présentation, mais pour nous, elle nous évoque malgré tout parce qu'il y a des rougeurs, parce qu'il y a l'éruption, la fièvre, un gros syndrome inflammatoire, cette maladie de Kawasaki. Et donc, à l'issue de cette identification d'un élément émergent, eh bien, il y a un processus normal qui se produit habituellement de veille sanitaire. Et celle-ci a été organisée par l'ensemble des sociétés savantes impliquées dans la prise en charge de ces patients. Et donc, je les cite ici, c'est le GPIP, ce sont les infectiologues pédiatres, le GFRUP, ce sont les réanimateurs urgentistes pédiatres, la SOFREMIP, c'est la Société savante des maladies inflammatoires pédiatriques, la Société de cardio filiale pédiatrique, et puis la filière dont je parlais tout à l'heure, ainsi que la Société française de pédiatrie. Tous ensemble, on s'est mis au travail, on a rédigé une fiche de veille épidémiologique, et avec l'institut qui s'appelle Santé publique France, l'ancienne INVS, donc c'est un institut de santé publique, dont la mission est d'assurer cette veille et de documents particuliers qui peuvent émerger. Donc, ce travail de collecte de cas s'est mis en place finalement très rapidement en France par rapport, je crois, à d'autres pays. On a eu une réactivité assez importante et on a pu obtenir des données qui sont, je crois, assez éloquentes et que je partage aujourd'hui avec vous. Donc, elles sont issues de ce recueil de Santé publique France. Et sur ces diagrammes, je vais vous présenter d'abord la courbe orange. La courbe orange, elle correspond à l'ensemble des hospitalisations des cas de Covid en France, avec le nombre de cas par semaine qui a culminé avec 20 000 cas par semaine, 20 000 nouveaux cas par semaine. Vous voyez que c'est une fréquence très élevée, un nombre très important de cas. Puis ensuite, une diminution à partir de la semaine 14, autour du 30 mars, une diminution progressive qui nous a conduit jusqu'à une fenêtre qui nous autorise le déconfinement et à nouveau de pouvoir circuler grâce à la diminution des cas. Et on peut observer en décalé la survenue de ces éléments que nous avons recueillis avec Santé publique France, qui arrivent quasiment 4 semaines plus tard, à la semaine 17, autour du 20 avril, avec une fréquence plus élevée jusqu'à, cette fois-ci, c'est une trentaine de cas. Vous voyez bien que les échelles n'ont rien à voir. Ici, on est à quelques dizaines par semaine, mais malgré tout, jusqu'à 30 par semaine, puis ensuite une diminution qui est très importante, et pour arriver la semaine passée à quasiment plus aucun cas. Donc une vague qui est en décalé et qui évoque pour nous, en termes d'épidémiologie, quelque chose de post-infectieux. On a eu une infection et ces enfants qui ont présenté ce syndrome, sans doute, ont contracté l'infection de manière totalement asymptomatique, et puis en décalage, on fait, pour certains d'entre eux, un nombre extrêmement faible, mais certains d'entre eux ont développé ces manifestations inflammatoires.
Un autre élément d'épidémiologie, c'est de regarder la géographie des cas. Et si vous regardez les deux cartes de France, ici en jaune, l'ensemble des patients en France hospitalisés avec les hotspots qui sont les plus gros ronds, eh bien, on peut trouver qu'il y a pas mal de points communs avec la situation de ces cas pédiatriques déclarés, qui sont surtout en Île-de-France, dans l'Est de la France, dans le Rhône-Alpes, dans le Sud ici, alors que l'Ouest est plus épargné par ces phénomènes. Donc, on a un rapport spatial et temporel qui nous conduit à faire ce lien épidémiologique de cette situation très rare. Et sans doute, si nous n'avions pas assuré cette veille systématique, nous aurions difficilement pu faire ce lien parce que c'est une situation rare et il était important de faire cette collecte de tous les cas. Alors, deux messages clés associés à ce que je viens de présenter, c'est que le caractère demeure exceptionnel de ces cas. Et donc, la couverture médiatique actuelle ne revêt pas cette considération des cas exceptionnels, de dizaines de cas par rapport à des millions d'enfants qui ont été exposés. Et l'évolution est favorable, habituellement sous traitement. C'est un autre point important. La majorité des enfants qui ont contracté ce syndrome sont à la maison. Là, actuellement, sont tous sortis d'hospitalisation. Et puis, un élément supplémentaire, c'est celui de la forte diminution des cas actuellement. Et donc, après le diagramme que je viens de vous montrer, nous faisons l'hypothèse que s'il n'y a pas de deuxième vague, eh bien, peut-être il n'y aura pas non plus de deuxième vague en décalé de ces formes inflammatoires que l'on a rencontrées chez l'enfant. Alors, les repères importants autour de Covid-19 et enfants, c'est que on a dit beaucoup de choses autour des enfants et on a eu du mal à consolider les données, mais celles-ci que je partage avec vous, elles sont, je pense, relativement consolidées à l'heure actuelle au niveau scientifique. C'est que parmi les sujets testés, eh bien, les enfants, c'est que 1% des sujets testés qui avaient des manifestations et donc ce ne sont pas les principaux touchés par le Covid-19 et donc c'est très particulier. C'est d'ailleurs un élément que l'on a pu identifier, le facteur principal de risque de faire une forme grave de Covid-19, c'est l'âge. Et l'âge pulvérise vraiment tous les autres facteurs de risque avec une très forte augmentation à mesure qu'on est au-dessus de 60, 65, 70. Et chaque 5 années, eh bien, on prend presque un logarithme de risque supplémentaire. Donc, c'est très élevé en fonction de l'âge. Ensuite, on a une faible contagiosité des enfants. Peut-être parce qu'ils font des formes peu symptomatiques, ils toussent moins et qu'ils ne sont pas ce que l'on pensait au départ. Parce qu'au départ, on a pensé que les enfants étaient les super spreaders, comme on dit en anglais, ceux qui disséminent beaucoup le virus. C'est le cas dans certaines situations comme la grippe, par exemple. Et par analogie, on s'est dit ça doit être pareil pour le coronavirus. Et en fait, non. Les enfants ne sont pas ces super contaminateurs que l'on pensait, et même plutôt moins que les adultes. Les infections de l'enfant sont essentiellement asymptomatiques et les formes graves sont exceptionnelles. Il y a eu 7 décès recensés par Santé publique France depuis le début de l'épidémie de Covid, à mettre en parallèle des dizaines de milliers de morts que l'on a connus en France. Et sur ces 7, il y a donc un des 7 qui correspond à un enfant qui est décédé malheureusement de cette forme très particulière post-infectieuse et inflammatoire. Et je dirais que c'est des données qu'il faut mettre en parallèle d'autres données qui existent dans le champ des maladies infectieuses. Et juste par comparaison, de janvier à mars de cette année, il y a eu 20 décès de grippe chez l'enfant de janvier à mars cette année 2020. Et ça reste quand même, malgré tout, ces manifestations tragiques, des situations rares. Et c'est un message important à communiquer. Alors, les pédiatres se sont associés derrière la Société française de pédiatrie et toutes les sociétés pour rappeler ce qui nous semble important à l'heure actuelle. C'est qu'il est urgent de maîtriser nos peurs et d'aller de l'avant pour le bien des enfants. À chaque fois, quand on considère des décisions de santé publique, on réfléchit en balance bénéfice-risque. Et donc, pour nous tous, et l'ensemble d'ailleurs des membres partenaires de cette veille épidémiologique a été signataire de cette tribune qui est parue la semaine dernière sur le besoin d'être pragmatique, d'accompagner nos enfants dans le retour à l'école, que l'on pense être une bonne solution, une bonne situation pour les enfants en population générale, pour qu'ils puissent reprendre des contacts sociaux, éducatifs importants, parce qu'on a le sentiment qu'eux payent le lourd tribut de ce qu'on a un petit peu pensé, de nos fantasmes, qu'ils étaient des super contaminateurs, par exemple,
Et pour un enfant, la place importante est celle de reprendre une vie la plus normale possible en respectant, bien entendu, les gestes barrières. Et le monde d'après, comme certains l'appellent régulièrement, ne sera pas le même que celui d'avant tant qu'on n'a pas de vaccination et la possibilité de se débarrasser de ce virus. On reste vigilant, mais cependant, nous avons tous émis un avis favorable pour la reprise de l'école au vu de l'ensemble des données que je vous ai présentées aujourd'hui et que l'on va pouvoir discuter désormais. Donc voilà les points que je voulais partager avec vous pour lancer la discussion et vous faire un point assez fidèle de la situation. Merci Alexandre pour ce topo très clair, très précis. Alors, on avait sollicité les participants pour qu'ils nous envoient leurs questions pour essayer d'en faire la synthèse. Donc, je rappelle, si vous avez d'autres questions que celles qu'on va poser maintenant, n'hésitez pas à les mettre par chat. On fera le relais, pas de souci. Ou éventuellement, si vous avez un commentaire particulier à apporter, vous pouvez lever la main avec l'icône que vous avez sur votre appli Zoom. Alors, dans les premières questions, donc, hop, je défile. Là. Alors, j'ai rajouté une question par rapport à ce que je t'avais envoyé tout à l'heure, Alexandre, mais tu as répondu. C'était quelle est la différence entre maladie de Kawasaki et maladie de Kawasaki-like? Qu'on a bien compris que c'était une maladie de Kawasaki comme la maladie de Kawasaki. C'est pour ça qu'on met le like. C'est ça. Oui, le terme de like, c'est parce que souvent en médecine, on rajoute des likes ou atypiques quand ça ne correspond pas à la forme canonique qui coche toutes les cases. Mais les maladies et leurs critères de définition, donc c'est toujours des experts qui se disent qu'il faut avoir 4 sur 5 signes pour pouvoir parler de la maladie. Et ça nous aide beaucoup pour les essais cliniques, par exemple, quand on a des démarches de tests de traitement. Mais ensuite, Kawasaki-like, ça revêt le fait que ces patients n'ont pas toujours tous les signes du Kawasaki. Il peut manquer, alors il manque jamais la fièvre, mais il peut manquer le gonflement des extrémités ou la rougeur au niveau des yeux. Et donc, on n'a pas forcément tous les signes et le caractère aussi de présentation plus tardive. Ce n'est pas que les enfants de 1 à 5 ans, c'est les enfants de 0 à 18 ans dans le recueil que nous avons fait. Donc, les ados peuvent être aussi touchés. Et puis, le fait qu'on ait souvent une tension basse. Donc, les enfants font des malaises, ils ont la tête qui tourne. Ça, ce n'est pas habituel dans la situation de maladie de Kawasaki. L'irritation du myocarde, la myocardite, est inhabituelle dans la situation de Kawasaki. Donc, ça nous a conduit à appeler ça Kawasaki-like. Donc, ça a beaucoup de problèmes. Voilà, c'est l'écueil d'appeler ça comme ça, mais je trouve que pour le clinicien, ça évoque quelque chose parce que la maladie de Kawasaki, on sait la reconnaître. C'est un diagnostic souvent quasiment clinique. Alors, question suivante, y a-t-il un risque accru de faire une forme grave de Covid-19 pour les enfants qui ont déjà eu une maladie de Kawasaki? Alors ça, c'est un point important et de nombreux patients nous ont sollicité pour poser cette question qui est une bonne question. Donc là, on a peu de données, mais habituellement, et je l'ai dit tout à l'heure pour la maladie de Kawasaki classique, on n'a pas ou peu de sujets qui vont récidiver après une maladie de Kawasaki. Pour une raison qu'on ignore, hein. On ne sait pas pourquoi, alors qu'on sait que l'écosystème viral infectieux est sans doute multiple et qu'il n'y a pas qu'un virus qui déclenche une maladie de Kawasaki. Néanmoins, chez les enfants dans la maladie de Kawasaki classique qui ont fait une maladie de Kawasaki, eh bien, c'est extrêmement rare d'en faire une deuxième. Et donc, ensuite, vis-à-vis de ce nouvel épisode que l'on ne connaissait pas, qui est en train de se tarir, mais qui est survenu en période de circulation du coronavirus SARS-CoV-2, eh bien, on n'a aucun des patients qui a fait un Kawasaki par le passé, parmi ceux que l'on a identifiés. Donc, c'est un point d'intérêt. À ma connaissance, donc, il n'y a pas de deuxième épisode à travers ce virus. Et si l'on fait l'analogie de ce qu'on connaît des épidémies précédentes de chacune des années, on n'a pas de sur-risque lorsqu'on a eu une première fois une maladie de Kawasaki. Et ça, c'est important pour l'ensemble des familles de patients qui suivent cette conférence. Ok. Alors, question suivante. Donc on parlait, ça se recoupe un petit peu, c'est un peu redondant, mais existe-t-il un risque de récidive de la maladie de Kawasaki liée au Covid-19? Du coup, tu as répondu. Alors oui, si c'est la question, on ne pense pas. Est-ce que lorsqu'on a fait une fois avec le SARS-CoV-2, on peut refaire au même virus un deuxième épisode de ce type? Sans doute le temps court que l'on a eu pour analyser ces cas
ne nous permet pas de savoir, mais j'aurais tendance à penser que non, pour les mêmes raisons que celles que je viens d'exposer. Mais ça, on le saura dans les prochains mois qui viennent, mais on n'a pas de réponse pour ça. Question suivante. Existe-t-il des cas de patients recensés Covid-19 ayant déjà une maladie de Kawasaki? Eh bien, cette question, je l'ai abordée. Finalement, non. Il n'y a pas eu de patients pour lesquels on avait déjà eu une maladie de Kawasaki. Et ça rejoint la question où est-ce que le fait d'en avoir fait une est un facteur de risque pour refaire une maladie de Kawasaki-like? Eh bien, de notre observation, non. Et finalement, nous avons la plus grande cohorte internationale avec les cas que nous avons recueillis. Donc, ces éléments sont rassurants sur le fait qu'on n'ait pas de signal par rapport aux enfants qui auraient déjà eu une maladie de Kawasaki dans l'enfance et qui, à l'âge de 10 ans, 15 ans, puissent en refaire une à ce virus particulier. Ça ne semble pas être le cas. Ok. Et si maintenant un enfant présente des symptômes évoquant le Covid-19, quels sont les risques ou les sur-risques présents? Donc, si un enfant présente le Covid-19, c'est-à-dire l'infection à SARS-CoV-2, donc déjà, la majorité des enfants, ils vont avoir des manifestations qui vont être très modérées, ils vont avoir le nez qui coule, ils vont avoir un petit peu de fièvre, voire rien du tout, puisque, encore une fois, l'essentiel des enfants qui vont faire l'infection, ils présentent une forme asymptomatique. Donc, lorsqu'un enfant va développer cette infection, eh bien, ça va être comme pour les syndromes grippaux habituels, on laisse passer, on donne du paracétamol. Et pour autant, de manière exceptionnelle, ces enfants peuvent développer 4 semaines plus tard ces manifestations particulières que l'on a découvertes. Mais à l'échelle individuelle, à mon sens, il n'y a pas de mesures particulières à conduire lorsqu'on a contracté ce virus parce que, et cette fois-ci, c'est 99,999% des cas, il n'y aura rien, il ne va rien se passer. Par contre, dans des situations très rares ou voire exceptionnelles, on va voir ces manifestations apparaître et en décalé 3-4 semaines après l'épisode. Souvent, chez les enfants qu'on a pu analyser, il n'y avait pas mémoire d'un épisode d'infection aiguë 4 semaines avant. Okay. J'ai une question dans le chat qui vient de s'afficher. Avez-vous cherché d'autres types de réactions inflammatoires post-Covid? Alors, c'est une très bonne question aussi parce que derrière cette présentation très inflammatoire, on a eu d'autres cas de manifestations qu'on connaît aussi pour être des manifestations post-infectieuses. Il y a eu, je crois, c'est sur le Lancet de hier ou avant-hier, donc Lancet, c'est un grand journal médical, des cas de syndrome de Guillain-Barré, des manifestations neurologiques qui ont pu être décrites aussi tout à fait de manière tout à fait exceptionnelle. Et donc, parmi la gamme de tout ce que l'on connaît des manifestations post-infectieuses, sans doute que ce que l'on voit là dans les formes bruyantes systémiques, il y a peut-être quelques autres situations où on va découvrir des manifestations post-infectieuses qui est toujours difficile de quantifier et encore une fois, qui sont des entités connues. On sait qu'il existe des entités de maladies ou de déclenchement post-infectieux et lorsqu'il n'y a qu'un seul virus qui circule, c'est celui-ci qui va être responsable de ce type de manifestation parce que c'est le virus majoritaire que l'on croise lorsqu'on sort dehors. Mais sans doute, ça va faire l'objet de rapports complémentaires et actuellement, on n'a pas le panorama de tous ces éléments post-infectieux qui peuvent arriver. Une autre question dans le chat de François, ça se recoupe un petit peu. Est-ce qu'il y a eu d'autres maladies, symptômes post-épidémiques que celui du Kawasaki? C'est un petit peu ce que tu disais sur la question d'avant. Peut-être quelques manifestations de type neuropathie, atteinte neurologique périphérique, mais pour l'instant, c'est moins décrit et moins bien connu encore. Il n'y a pas de veille installée sur ces sujets, mais effectivement, ce sont des bonnes questions. Et encore une fois, tous les syndromes post-infectieux que l'on connaît déjà dans le champ des maladies eh bien, vont être particulièrement scrutés puisque actuellement, ce virus qui est l'essentiel du microbe circulant peut peut-être induire aussi ces manifestations post-infectieuses qui sont par ailleurs connues. Okay.
La question de Diane. Dans la mesure où la maladie de Kawasaki est liée à une prédisposition génétique, est-ce que les fratries des enfants qui ont eu la maladie de Kawasaki sont plus à risque de développer une forme grave de Covid-19? Alors, ça, c'est très difficile à dire. Vous avez vu que c'est 1 à 3% des sujets des maladies de Kawasaki classiques qui peuvent avoir des formes familiales. Donc, 97 à 99% des fois, il n'y a aucun risque et aucune récidive dans la famille. Donc, les facteurs génétiques, s'ils existent, ils doivent être modestes, mais c'est toujours une de nos hypothèses à chaque fois lorsqu'on réfléchit pourquoi un tel va faire ces manifestations de manière très rare, qu'est-ce qui l'a prédisposé pour développer ces symptômes. Donc, ce qui nous aidera à répondre, c'est d'identifier d'éventuels cas familiaux. Il n'y en a pas, à ma connaissance, sur les 144 cas qui sont à l'heure actuelle déclarés. Il n'y a pas de fratrie. Donc, c'est plutôt un élément rassurant pour les cas intrafamiliaux. Et ensuite, il faudra qu'on pousse un peu plus les analyses pour vérifier est-ce que les sujets qui sont actuellement hospitalisés, est-ce qu'il y avait des Kawasaki dans leur famille, mais c'est des infos qui n'étaient pas recueillies jusqu'à maintenant, mais qui seront recueillies secondairement pour pouvoir répondre à cet élément. Une autre manière d'essayer de comprendre cette contribution génétique, eh bien, c'est de faire des analyses génétiques assez poussées sur tous les sujets qui peuvent présenter ces symptômes afin d'étudier s'il y a des facteurs qui permettent de comprendre pourquoi la réponse immunitaire, peut-être excessive, a conduit pour certains enfants, de manière exceptionnelle, à développer ces symptômes. Et donc, ça fait partie des axes de recherche. Alors maintenant, sur les crèches et les écoles, est-ce qu'il y a des précautions particulières à prendre pour ces enfants? Non, je crois que l'enjeu, c'est vraiment celui de réfléchir en population générale et de se dire que ce dont on discute, ce sont des situations exceptionnelles. Et je n'ai pas les chiffres à l'heure actuelle, mais je pense qu'il y a beaucoup plus de situations où le confinement a été bien plus délétère pour les enfants. Donc le message vraiment clair de la Société française de pédiatrie, c'est qu'il faut que les enfants puissent retourner dans les crèches, dans les écoles, reprendre leur vie sociale et la vie normale d'un enfant de son âge. Par contre, ce qui reste et demeure, c'est celle des mesures barrières. C'est cette nouvelle manière que l'on a, nous, collectivement, à apprendre à vivre, parce que le virus va rester et qu'il faut que la vie reprenne ses droits. Elle reprend ses droits de manière un petit peu différente de ce qu'on avait l'habitude de faire par le passé, mais il faut faire de la pédagogie, expliquer aux enfants comment faire. Nous avons fait une petite fiche de déconfinement pour les enfants au sein de la filière et vous pouvez aller la consulter. Elle est assez bien faite. Et puis, essayer aussi de rassurer les enfants. Je crois que c'est une ambiance très stressante, très angoissante, et que les enfants, s'ils ne parlent pas ou ne l'évoquent pas, ils perçoivent très fortement cette ambiance de stress. Et je crois qu'il faut se baser sur les chiffres et sur les données réelles de ce que représente ce virus en situation pédiatrique. Les enfants, pour des raisons qu'on ne maîtrise pas totalement, mais le facteur âge est extrêmement protecteur sur cette maladie et les enfants ne font pas de forme sévère ou de manière extrêmement rare. Ils font plus de formes sévères de grippe ou d'autres infections dont on ne parle pas du tout. Donc, il faut essayer de les rassurer, modifier notre pédagogie, apprendre les gestes barrières et rassurer les enfants, c'est un élément vraiment important. Et du coup, pour le port du masque, je pose la question, est-ce que c'est plutôt recommandé ou peuvent s'en passer? Alors, collège et lycée, on le recommande. Ensuite, chez le plus petit, alors maternelle, non. Primaire, c'est un peu difficile, ça va sans doute dépendre des âges et des possibilités, mais c'est plus compliqué pour des raisons pratiques de porter le masque. Ensuite, il y a des visières, il y a d'autres petites astuces, et puis le respect de la distanciation. Ensuite, encore une fois, je souhaite souligner le fait que les enfants sont peu contagieux entre eux, et alors ça ne veut pas dire qu'il faut qu'ils s'embrassent, hein, mais on essaie de faire respecter les gestes barrières et on a le sentiment que le risque auprès des enfants est réduit et diminué. Et donc la question des masques, donc de mon point de vue, il faut qu'on la fasse la plus large possible et surtout en population adulte et de porter le masque quand on se déplace, quand on sort dehors. Il faut essayer et que l'on ait une maladie chronique ou pas de maladie chronique. Et puis pour les enfants, eh bien c'est celui des collèges et lycées qu'il faut porter le masque comme les recommandations nationales sur le sujet.
Tu parlais de la fiche de recommandation de la filière qui est sur le site de la filière, mais c'est relayé également sur le site de l'association. Ceux qui veulent aller voir ces fiches de recommandation, il y a une page dédiée spéciale coronavirus et vascularité. J'ai une question sur le chat. Un enfant ayant des atteintes cardiaques suite à un Kawasaki peut-il avoir une aggravation de ces atteintes en cas de contamination au Covid? Alors, je pense que la question, c'est si on a eu déjà une atteinte cardiaque séquelaire d'une précédente maladie de Kawasaki, existe-t-il un risque supplémentaire pour mon cœur si j'attrape le SARS-CoV-2, donc le Covid-19? Donc, je répondrai plutôt par la négative pour les mêmes raisons que celles évoquées tout à l'heure. C'est qu'on n'a pas de cas de récidive de Kawasaki chez des sujets qui ont déjà eu cette présentation. Et donc, on n'a pas l'impression qu'il y a un risque, un sur-risque lors d'une nouvelle infection. Si ce coronavirus est contracté chez quelqu'un qui a un traitement anticoagulant, qui a déjà eu des problèmes coronariens, je ne crois pas qu'il y ait de sur-risque pour ces coronaires. En tout cas, nous n'avons pas pu le détecter avec notre veille à l'heure actuelle. Et donc, ces éléments, sur déjà un certain nombre de patients, sont rassurants. Okay. Question suivante, il n'y en a pas dans le chat. Est-ce que les enfants peuvent bénéficier d'un test de dépistage? Et quel est le test le plus fiable à ce jour? Alors, il y a plusieurs manières de faire le diagnostic des infections Covid de l'enfant. Donc, il faut distinguer finalement deux périodes par rapport à ce que je vous raconte. Il y a la période d'infection où on a la grippe, où on a de la fièvre, on attrape le virus, il se réplique, il peut donner des atteintes respiratoires. Alors, c'est très rare chez l'enfant, les atteintes respiratoires qui vont nécessiter d'aller à l'hôpital, à l'inverse des sujets âgés où là, c'est très fréquent. Mais chez l'enfant, ça va être surtout des signes ORL ou essentiellement pas de signes. À cette étape-là, la méthode pour faire le diagnostic, c'est une méthode de prélèvement qu'on fait au niveau du nez et que l'on réalise en biologie moléculaire. On va amplifier le virus. Le virus, on va l'amplifier et le détecter de cette manière. Et le diagnostic se fait sur ce qu'on appelle la PCR. Et donc ça, c'est un mécanisme d'amplification du virus. Ensuite, à distance, et c'est un peu plus le cas de ce qui nous a intéressé dans ce topo en parlant de ces formes exceptionnelles de syndrome hyperinflammatoire. Lorsque ça survient en décalé de l'infection, la PCR peut être négative dans le nez. Et donc, c'est la sérologie, cette fois-ci, qui va aider à porter notre organisme, nos globules blancs, il fabrique des anticorps. Et ces anticorps sont spécifiques du microbe que l'on attaque et que l'on a rencontré. Donc, la sérologie, elle est cette signature que l'on a rencontré le microbe et elle est plus utile dans la deuxième phase que dans la première phase où habituellement elle n'est pas encore présente parce qu'il faut quelques semaines pour qu'elle apparaisse, en général une quinzaine de jours. Ok. Les traitements en cours chez les patients Kawasaki nécessitent-ils un suivi hospitalier rapproché pendant cette période? Donc, les sujets qui ont une maladie de Kawasaki pour lesquels ils ont encore des traitements, donc c'est-à-dire, je comprends la question comme étant une maladie de Kawasaki qui est déjà passée, qui existe depuis plusieurs années, pour lesquelles on a eu des séquelles et pour lesquelles on a encore des traitements. Est-ce qu'il y a nécessité d'un suivi particulier? Pas plus maintenant qu'il y a 6 mois, vis-à-vis de la maladie de Kawasaki ou des anticoagulants. Par contre, ce qui s'applique en population générale et le fait de consulter si on a de la fièvre, un syndrome grippal, le fait de respecter les gestes barrières, mais ça, c'est au titre de la population générale, pas au titre d'avoir une maladie chronique et des anticoagulants. Ça ne modifie pas les mesures particulières si on a une maladie de Kawasaki. Ok. Je reviens sur le chat avec les tests sérologiques. Quelle est la fiabilité des tests de sérologie pour le Covid? Alors nous, on nous a surtout parlé du test Abbott qui était le mieux. Je ne sais pas ce que tu en penses. Alors, je pense que il y a plusieurs dizaines de tests sérologiques qui ont tous été un petit peu en développement. Et lorsqu'on fait ces tests-là, il y a des points importants qu'il faut essayer de décider. C'est-à-dire,
bon, c'est un petit peu technique, mais on cherche la meilleure sensibilité, la meilleure spécificité. Je vais vous expliquer de quoi il s'agit. La meilleure sensibilité, c'est qu'on veut essayer avec un test biologique de prise de sang d'avoir l'ensemble des gens qui ont contracté la maladie. On veut être sensible, c'est-à-dire bien détecter tous les sujets qui ont contracté la maladie et ne pas en laisser qui auraient été malades, mais dont on ne serait pas capable de détecter la présence d'anticorps. Ça, c'est la sensibilité. La spécificité, c'est on veut aussi que ce qu'on détecte, c'est bien le SARS-CoV-2 et pas un de ses cousins des autres coronavirus ou même un autre virus qui n'est pas le SARS-CoV-2, qui n'est même pas un coronavirus. Et ça, c'est ce qu'on appelle la spécificité. Et on a un peu un antagonisme entre sensibilité et spécificité. Donc, on réfléchit toujours quand on teste un nouvel outil, une sérologie, quel est le meilleur rendement et le meilleur compromis entre ces deux capacités de détection. Donc, ceux qui avaient été développés, on était à une sensibilité autour de 2/3, 3/4, avec une très bonne spécificité. Donc, ils étaient très spécifiques. Donc, actuellement, il y en a 3 ou 4 qui sont dans le dernier précaré pour le choix de nos virologues qui vont arrêter ensuite leur décision sur ceux qui sont les plus performants. Et je crois qu'en France, on aura les sérologies les plus performantes et que dans tous les laboratoires, on aura l'accès à ces données particulières. Et donc, il y a Abbott, il y en a d'autres et qui sont en cours de finalisation, mais ça, sans doute, un collègue virologue pourrait vous apporter des réponses bien plus précises encore. Je précise qu'on n'a pas de lien d'intérêt avec Abbott. D'accord. Toujours sur les tests sérologiques, peut-on estimer la date d'infection avec un test sérologique? Oui et non. C'est-à-dire que classiquement, on peut avoir une idée si c'est une infection récente ou une infection il y a longtemps, mais c'est vrai que c'est assez compliqué à déterminer. Et là, on n'a pas le recul sur celle que l'on est en train d'évaluer à l'heure actuelle. Mais en aucun cas, on peut vous dire devant une sérologie, ah mais c'est survenu le 15 mars dernier ou le 2 février. Ça, c'est des niveaux de précision impossibles à atteindre. Et on pourra dire, est-ce que ça date de plutôt de quelques semaines ou plutôt de quelques mois. Mais ça va être ce niveau de précision qui est donc très modeste. Pour rester sur les tests, question d'Hélène, les tests sérologiques permettent-ils de détecter une infection asymptomatique? Alors la réponse est oui, parce que si on a croisé le virus, bien même si on n'a fait aucun symptôme, on fabrique des anticorps. Et c'est comme ça d'ailleurs qu'on peut déterminer qu'il y a des sujets qui ont fait des formes asymptomatiques. C'est-à-dire qu'on a pu faire des prélèvements en situation, notamment lorsqu'il y a des clusters, on fait les prélèvements à toute la famille, on peut se rendre compte que certains avaient en fait déjà rencontré le virus, ils ne s'en sont pas rendus compte, mais ils ont la marque, la signature, la cicatrice immunologique en quelque sorte, présente sur la prise de sang qui témoigne que leur organisme a réagi à ce virus et a fait des anticorps. Donc oui, il est possible de savoir si on a rencontré ce microbe en faisant ce type de test. Cependant, a-t-il un intérêt en population générale? Là, on est beaucoup plus mitigé et qu'on n'envoie pas la population tout entière faire ce type de test parce qu'il y a déjà des évaluations qui montrent qu'à peu près 10 à 15% de la population a rencontré ce virus. Donc, ça veut dire que 85% ne l'a pas rencontré. Et on n'est pas certain que ce que l'on mesure, ce soit bien les anticorps protecteurs. Et donc, il reste encore beaucoup d'inconnus sur ces anticorps. Est-ce qu'ils persistent dans le temps? Est-ce qu'ils restent protecteurs? Donc, il y a encore beaucoup de manque d'informations pour justifier qu'on aille rechercher ces anticorps en population générale. Ok. Question sur les vaccins, question intéressante. Est-ce qu'ils sont contre-indiqués pendant cette période de Covid-19? Surtout pas. Surtout pas. Et même pour moi, c'est une démonstration supplémentaire de l'intérêt et l'importance des vaccins lorsqu'on traverse cette période épidémique qui est vraiment unique pour nous tous. Et ce que nous vivons, nous ne le vivrions pas si nous avions les vaccins. Et on s'est rendu compte, la communauté pédiatrique, que nombreux des patients et des parents ne viennent pas consulter pour faire les vaccinations habituelles parce qu'ils ont peur de sortir, ils ont peur de contracter le virus. Mais de notre point de vue, il faut absolument assurer les consultations prévues pour les vaccinations pour protéger les enfants des autres infections qui, elles, continuent aussi à circuler. Et si on ne veut pas voir réapparaître le tétanos, recirculer la rougeole, dont vous savez que c'est un virus qui circule beaucoup, eh bien, il faut continuer à protéger nos enfants des autres choses dont on peut les protéger.
Et ça, c'est un argument supplémentaire pour dire qu'il faut vacciner les enfants en cette période et respecter le calendrier vaccinal. Ok, maintenant sur des questions plus sur la recherche, puisqu'on regarde les derniers événements, quelles sont les perspectives de recherche sur l'origine de la maladie de Kawasaki? Donc, en introduction. Mais... Ouais. C'est vrai que c'est un éclairage un peu nouveau que l'on a pu apprendre de cet épisode qui vient de se passer et qui a l'air de se réduire fortement. C'est que l'onde de choc qui a traversé l'océan des formes de maladie de Kawasaki. Donc, cette maladie, ça renforce l'idée que ces manifestations de vascularite de l'enfant peuvent être secondaires à une infection. Comment les approcher au niveau recherche? Eh bien, il y a un peu deux manières différentes que nous réalisons au sein du comité de pilotage et de l'ensemble du consortium des sujets, chercheurs, cliniciens intéressés par cette maladie. Excusez-moi. Le premier, c'est de rechercher s'il y a des facteurs dans la réponse immunitaire des sujets qui ont présenté ces formes particulières, des éléments qui nous feraient comprendre pourquoi ces enfants se débarrassent très bien du microbe, finalement, la plupart du temps c'est asymptomatique, mais dans certains cas, très rares, ils vont développer des manifestations inflammatoires, comme si cette réponse immunitaire, qui était très efficace pour enlever le virus, avait été persistante et puis ensuite conduisait à une irritation des vaisseaux. Donc ça, c'est une question et elle peut être abordée par l'analyse de la génétique. On recherche s'il y a des facteurs de susceptibilité et puis aussi d'étudier la réponse immunitaire. Comment ces enfants ont une réponse immunitaire normale ou atypique. Et ça, ce sont des choses que l'on explore actuellement au laboratoire, ici à Lyon, mais aussi à Paris et dans d'autres laboratoires des collègues. Et puis, il y a ensuite, de l'autre côté, celui du virus. Est-ce que les souches virales qui ont induit ce phénomène sont totalement identiques à celles que l'on rencontre habituellement? Et donc, c'est une autre modalité d'approche où on va essayer de séquencer précisément les virus qui ont circulé chez ces sujets particuliers afin de déterminer s'ils sont comme les autres ou bien s'ils sont un peu différents et qu'ils nous donnent une piste supplémentaire pour comprendre ces manifestations de Kawasaki. Une question dans le chat. Est-ce que les enfants atteints actuellement ont été traités par des immunoglobulines ou certains par le Kineret? Alors, je pense quasiment tous ont reçu une première dose d'immunoglobulines. Ensuite, d'autres traitements ont pu être proposés lorsque la première dose ne suffit pas. Et parmi ces traitements, il y en a deux essentiellement qui sont proposés, que sont la cortisone et puis l'anakinra, qui correspond à des traitements anticytokines. Ce sont des traitements immunosuppresseurs qui baissent l'inflammation. Et l'anakinra a été utilisé chez certains patients en effet. Ok. J'ai une question qui sort un petit peu. Tu sais qu'on est attaché aux symptômes secondaires dans la maladie Kawasaki. Je ne pouvais pas ne pas poser la question parce que plusieurs parents me l'ont posé. Où en est-on de ces symptômes secondaires? On m'a surtout posé des questions par rapport aux migraines, aux douleurs articulaires et puis à un asthme qui est apparu après la contraction de la maladie Kawasaki. Alors, je dirais que les sujets, en particulier migraines, qui sont assez fréquents et que vous aviez rapporté, vous, finalement, par une étude que j'ai trouvée très intéressante, et je félicite le collectif France Vascularite d'avoir conduit cette étude parce qu'elle nous donne un éclairage différent, nous, cliniciens, aux symptômes post-infectieux qui peuvent être exprimés, présentés. Je dis infectieux, d'ailleurs, c'est un abus de langage, mais post-Kawasaki, qui ont pu être rapportés par les patients. Et cette voix des patients, elle nous aide à réfléchir et à regarder quelles sont les manifestations, comment elles se sont déclenchées, quel est leur lien. Et donc, au niveau recherche sur ces éléments-là, je pense que l'essentiel, c'est déjà de bien les identifier et d'aller au bout des explorations afin de regarder, lorsqu'il y a par exemple une migraine, il y a des manifestations neurologiques, de vérifier sur différents examens de type imagerie, angio-IRM, parfois ponction lombaire, de s'assurer qu'il n'y a pas aucun processus inflammatoire. Dans mon expérience, je n'ai pas identifié ce type de facteurs qui pourraient persister et conduire à ce type de manifestations migraineuses, même si elles ont été rapportées chez certains de mes patients.
Et ensuite, bien, une fois qu'on a collecté, précisé exactement les symptômes de ces patients, bien, je pense que les associations de patients ont un rôle aussi à jouer important pour essayer de nous dire qu'est-ce qui a pu être aidant devant ces symptômes pour les calmer. Est-ce que ce sont des éléments anti-inflammatoires? Est-ce que c'est des INS comme on peut proposer parfois lors des migraines? Est-ce qu'au contraire, c'est la relaxation, c'est l'hypnose, c'est d'autres stratégies qui peuvent aider les enfants qui ont ces manifestations post-Kawasaki? Donc, il y a beaucoup de questions derrière ce sujet et je crois que c'est très bien que l'association s'en soit emparée parce qu'une partie de la solution peut venir grâce à vous avec des partages d'expériences et en complément de ce que nous, on peut faire pour explorer ces manifestations chez les sujets. On avait prévu un poster pour le congrès international Kawasaki, mais comme le congrès est reporté, le poster est également reporté. Mais je pense que ça serait bien qu'on puisse faire une réunion avec des pédiatres, des patients, des parents, pour pouvoir échanger sur le sujet, essayer de faire avancer un peu les choses, ou de rédiger peut-être des recommandations par rapport à ça, pour surveiller justement ces symptômes et apporter peut-être des réponses. Tout à fait. Et puis chercher une tribune supplémentaire. Je sais que nous avions en projet de discuter une publication de ce travail important que vous aviez fait, peut-être aux archives de pédiatrie. Il faudrait peut-être qu'on réactive cette filiale, cette possibilité, parce que ça permet d'exprimer cette situation particulière et de la rendre visible à l'ensemble de la communauté scientifique. Évidemment, avec la crise du Covid, toutes ces actions sont un petit peu arrêtées, mais ça va reprendre de plus belle. J'ai une question dans le chat pour revenir un petit peu sur le Covid. Les enfants qui ont eu la maladie de Kawasaki seraient-ils immunisés contre le Covid? Est-ce que les sujets qui ont déjà fait une maladie de Kawasaki sont immunisés contre le Covid? La réponse est non. Il n'y a pas de raison, parce qu'on a fait une maladie de Kawasaki, qu'on soit protégé du Covid, puisque même si par le passé, quand bien même je dirais d'ailleurs c'était un coronavirus que l'on a croisé les années précédentes, qui est un virus qui circulait habituellement aussi assez fréquemment en pédiatrie, il n'y a pas de protection croisée ou d'éléments qui nous fassent penser que de faire une maladie de Kawasaki nous protégerait d'un nouvel épisode. Par contre, encore une fois, les épisodes de Covid chez l'enfant, c'est asymptomatique pour l'essentiel. Donc, on fera très peu de manifestations. Mais alors, voilà. Mais c'est une bonne question de se dire est-ce qu'il y a des réactions croisées entre coronavirus et donc ça nécessitera sans doute un peu plus d'exploration. Mais ma première réponse un peu à brûle pour point, c'est de dire que non et qu'on n'est pas du tout protégé. Il n'y a pas bien de raison qu'on le soit. On a autant de risques d'avoir la maladie que n'importe qui d'autre de la population générale. Ok, question de Céline. On revient sur les vaccins. Combien de temps faut-il attendre après une transfusion d'immunoglobuline pour vacciner un enfant contre l'aurore et les vaccins vivants? Les réponses diffèrent selon les médecins. 3 mois, 6 mois, 11 mois. Plutôt 3 mois. 3 mois, oui. C'est pareil, il y a des recommandations vaccinales sur le site de la filière qui sont relayées sur notre site également. Voilà. Et puis la dernière question, j'en ai pas d'autre pour le chat, dans le chat, c'était plutôt d'un ordre général sur les vascularites pédiatriques et Covid-19, s'il y a des choses particulières. Alors, nous avons aussi, grâce à un effort cette fois-ci de la filière et de l'ensemble des membres de la filière, fait une veille de collecte des sujets Covid, quel que soit leur niveau de gravité. Et on a demandé aux médecins de les déclarer afin qu'on puisse savoir si le fait d'avoir une maladie inflammatoire chronique, éventuellement sous immunosuppresseur, était un problème et rendait le sujet plus fragile. Et donc, nous avons eu pour l'ensemble du territoire national, et on avait une réunion tout à l'heure avec Eric Achula, Christophe Richet à ce sujet. Il y a à l'heure actuelle 700 sujets qui ont été déclarés comme ayant une maladie inflammatoire auto-immune, auto-inflammatoire rare ou un rhumatisme adulte et enfant. Et sur ces 700 cas, eh bien, il y en a 14 qui sont des cas pédiatriques. Et sur ces 14 cas pédiatriques, il n'y a aucun cas de vascularite. Ce sont des arthrites juvéniles, lupus, qui ont pu être déclarés.
tous, sauf un qui a été hospitalisé 3 jours, mais tous ont fait une forme bénigne non hospitalisée et bien sûr, aucun décès et aucune forme grave. Donc, vascularite de l'enfant, alors on est vraiment dans la rareté de la rareté, mais on n'a pas eu de signal, même pas de cas déclarés dans notre base de données nationale. Donc, voilà, des propos plutôt rassurants. Okay. Ah, j'ai oublié une question apparemment. À 6 minutes 52, hop, je remonte. Ah. À propos de la transpiration, la maladie de Kawasaki peut-elle entraîner une transpiration excessive, des suées qui persistent pendant plusieurs mois? Alors, ça rejoindrait la question des symptômes secondaires. Ça ne m'a jamais été rapporté. Je ne crois pas que ça puisse être lié. Ça, c'est souvent des éléments dysautonomie, disons, le système nerveux autonome ou des éléments de sécrétion des glandes sudorales sont pilotés par ce système nerveux autonome. Je n'ai pas, à ma connaissance, de lien entre Kawasaki et ce type de manifestation. Donc, je ne pense pas qu'il y ait de lien. Ça ne m'a jamais été rapporté. Mais peut-être que ça fait partie des signes associés qui ont peut-être été déclarés dans votre étude, mais pour moi, il n'y a pas de lien. Non, j'ai pas vu on n'a pas ressorti cette donnée dans notre enquête. Peut-être une dernière question avant de clôturer. À la lumière de l'histoire des épidémies, est-ce que vous pensez qu'il y aura une deuxième vague ou un rebond et quand? Alors, j'aimerais avoir une boule de cristal et pouvoir vous dire ce qui va se passer. Mais actuellement, il faut reconnaître qu'on vit toute une période d'incertitude sur bien des sujets. Et celui de la deuxième vague en est un parce qu'il dépend beaucoup bien du virus lui-même et de sa manière de circuler, mais aussi beaucoup du comportement des uns des autres. Et que combien on arrive à respecter les gestes barrières, la limitation du nombre d'interactions sociales, en particulier en population adulte, eh bien, c'est tous ces éléments qui vont conditionner la survenue ou non survenue de deuxième vague. Moi, je suis d'un naturel plutôt optimiste. Donc, j'aurais plutôt tendance à penser que on a tous beaucoup médité pendant le confinement et qu'on est en train d'apprendre à vivre avec le virus et qu'on va malgré tout respecter ces gestes barrières et qu'ils vont devenir un peu notre ADN, qu'on sera beaucoup plus vigilant de manière collective et que cet effort collectif devrait réduire énormément le risque de deuxième vague. Et j'ai plutôt tendance à penser qu'il n'y en aura pas, mais ça dépend aussi de notre capacité à diagnostiquer les clusters, à bien respecter le confinement pour ceux qui seront diagnostiqués positifs et qui ne diffusent pas autour d'eux. Et donc, voilà, il y a beaucoup d'éléments qu'il faut faire rentrer dans la modélisation de cette réponse et de la possibilité d'une deuxième vague. Mais j'espère qu'il n'y en aura pas de deuxième et c'est tout ce que je peux dire finalement. On espère aussi, oui. Merci Alexandre pour tous ces propos qui sont quand même globalement très rassurants pour la communauté vascularite et la maladie de Kawasaki en particulier. La séance a été enregistrée. Par contre, elle sera peut-être disponible avec restriction pendant, je crois, une quinzaine de jours à peu près. Ça va comme ça, Alexandre? Une quinzaine de jours. Oui, très bien, très bien. Ouais. Elle sera disponible néanmoins sur le site internet de l'association réservé aux adhérents. S'il y a des participants qui ne sont pas adhérents, on pourra leur envoyer par transfert, par exemple, mais à condition qu'elle ne soit pas diffusée ensuite sur les réseaux. Et on vous fera un signe quand on pourra la diffuser complètement en public. Voilà, merci à tous. Merci. Il n'y a pas d'autres questions, a priori. Voilà, tu as des remerciements. Merci beaucoup à tous et merci à l'association pour son dynamisme. Et donc, protégez-vous bien, respectez les gestes barrières et ça se passera bien. Au revoir à tout le monde. À bientôt. Merci Alexandre. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.